comment passe-t-on d'un univers à l'autre, d'un genre à l'autre? Là, c'est un genre, une sorte d'essai. Ensuite, deux romans, un roman historique, un roman policier, enfin d'enquête, d'énigmes. On peut en conclure, je ne suis pas quelqu'un de très stable. Ah, moi, non, j'aurais pas été si loin, mais comment passe-t-on d'un genre à l'autre et d'un univers à l'autre? J'avais une arrière-pensée lorsque j'ai écrit l'essai que vous avez eu la gentillesse de mentionner. J'avais l'arrière-pensée de passer un jour à la fiction, qui me semblait être le genre le plus tentant, mais le plus inaccessible. Donc j'ai triché, c'est-à-dire, j'ai souvent de fois triché, et là j'ai vraiment triché en écrivant un essai et en insérant au milieu de cet essai 3 ou 4 petites nouvelles, juste pour m'entraîner, m'exercer et voir si je pouvais porter quelque chose de l'ordre du fictionnel. Ça n'a pas mal marché, en tout cas pour moi, je parle de ma mécanique interne, le lecteur prononcera ou pas, et j'ai décidé de passer au roman historique. Encore une fois, j'ai choisi la facilité, j'ai choisi un épisode qui se situe juste à l'endroit et l'espace que j'occupe depuis ma retraite, qui est le village natal de ma mère, Bidache, dont j'ai découvert qu'il était riche d'histoire. On le disait dans ma famille, je n'en croyais pas un mot. Je suis allé chercher des documents, j'ai fouillé un peu, et effectivement, Mazarin est passé en pays de Bidache au moment où il allait négocier le mariage de Louis XIV, mariage compliqué, le traité de paix qu'on a appelé le traité des Pyrénées, et j'ai imaginé, là, l'imagination s'est libérée, j'ai imaginé un complot contre lui, qui était bien dans la nature des frondeurs qu'il a eu à affronter à plusieurs reprises. Donc voilà comment on passe d'un genre à l'autre, c'est par accident, mais en fait parce qu'on est porteur déjà, je pense, de toute une série de destins, et que celui-là m'attendait, et il suffisait que je me laisse guider tenir par la main. Et le polar? Alors le polar, c'est parce que j'ai attrapé le virus très jeune. C'était une lecture, bien entendu, que mes parents m'interdisaient. Ils m'autorisaient à peu près tout, mais non, pas le polar, c'est violent, il y a du sexe, il y a du sang, il y a des gens pas fréquentables. Donc évidemment, ils ont fait naître chez moi le désir de lire du polar. Alors j'ai commencé par le plus propre de tous les polars, c'est Simenon. J'étais encore un peu dans le fil de la comédie humaine que j'aimais beaucoup. Et puis ensuite, j'ai rencontré les Américains. Alors là, les Américains, c'était un choc absolu. Parce qu'ils disaient toutes sortes de choses qu'on s'interdisait de penser. Ils le faisaient avec une efficacité terrible, dans le style même, malgré les traductions qui sont très discutables, parce que Marcel Duhamel se permettait de traduire et de couper à la hache dans les documents qu'il éditait. Ça a été révélé plus tard par d'autres éditeurs. Et cette découverte-là, elle a coïncidé avec la découverte du jazz. Je ne suis pas tombé fou amoureux de l'Amérique, comme souvent, c'est vrai. Mais quand même, à ce moment-là, il s'est produit quelque chose qui dure encore. Je lis encore des polars écrits par des gens contemporains ou beaucoup plus anciens. D'accord. Sur notre site, sur le site de Thriller à Gujan, nous faisons subir aux auteurs un petit questionnaire. Et à la question « Quel livre citeriez-vous ? Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte ?» C'est Les Essais sceptiques de Bertrand Russell. Et dans un article de votre consoeur, Sabine Menet, paru la semaine dernière dans le Sud-Ouest, vous dites que votre personnage vous a été inspiré par James Boswell, écrivain écossais, auteur du journal d'un mélancolique. C'est exact. Donc Bertrand Boswell, le journaliste un petit peu en marge, un peu atypique des ombres de Shadi, est-il donc un mélange des deux, sceptique et mélancolique? Et y a-t-il une petite... peut-on retrouver une petite idée de Jean Weber derrière ce personnage? Oui, sans aucun doute. Oui à toutes les questions que vous venez de poser en gerbe. Boswell, en fait, je me suis aperçu que c'était pratiquement devenu un nom commun en anglais, puisque ça désigne quelqu'un qui relève les faits et les narre et les rapporte. À un moment donné, je crois que Sherlock Holmes dit à son ami Watson « Tu es mon Boswell ». Parce que James Boswell a traversé l'Europe des Lumières
avec un esprit éclairé, intelligent, ouvert, sourd. Il a rencontré Pascal Paoli en Corse. Il était curieux de tout, il était ouvert à toutes les idées. Et il en a rendu compte avec méthode, dans un livre qu'on ne lit plus, mais qui est un vrai panorama intellectuel de l'Europe des Lumières. Il a découvert, émerveillé, tout ce feu d'artifice d'idées. Donc, comme à la gauche de l'écran de mon ordinateur et à côté de mon clavier, il y a ce journal qui est d'ailleurs dans une édition richement illustrée d'un mélancolique, Boswell m'a fait un clin d'œil. Donc le nom de Boswell s'est imposé. Il ne s'appelait pas Bertrand, il s'appelait James. Bertrand, peut-être que c'est passé par Russell, qui est un petit peu plus loin, sur le même étagère. Sur la même étagère. Et puis, bon, comment une idée vous passe-t-elle par la tête et pourquoi la retient-on? Alors donc, rien à voir avec Roswell, comme j'ai pu le lire dans un blog. Et oui, je ne comprends pas. Oui, moi non plus, j'avoue, j'ai pas compris. Je ne comprends pas. Mais à chacun sa connaissance. Et voilà. Je professe, si je peux professer quelque chose, que chacun est libre de sa lecture, toute interprétation est bonne, et ce n'est pas celle de l'auteur qui est forcément la meilleure. C'est-à-dire que quand on a la chance que quelqu'un, un lecteur, s'empare de votre texte, et on retient quelque chose, une philosophie, une idée, ou s'en fait, je crois qu'elle vaut largement celle que vous avez voulu donner. Donc je m'efface derrière le lecteur, ou la lectrice. Donc on peut peut-être parler un petit peu du roman. Et donc on a parlé du personnage, mais l'intrigue du roman. Alors sachez que pardon. Je vous laisse démarrer. Comme vous voulez. Allez-y. Sachez toutefois que le personnage doit exister, puisque de temps à autre il se manifeste et il me demande de lui donner une vie, une suite. Ça viendra. Peut-être que je céderai à cette amicale sollicitation Ça, mélancolique. c'était ma dernière question, mais vous avez grillé les étapes. Alors allons-y. Le livre, il y a un angle auquel je n'avais pas trop réfléchi, mais qui aujourd'hui, il est paru il y a très exactement un an, m'apparaît être valable. C'est quand même l'histoire d'une amitié déçue. C'est bien qu'il soit sceptique et mélancolique, bien qu'il soit détaché, bien que sa profession l'amène à douter de beaucoup de choses, il s'est quand même laissé avoir. Complètement. Complètement. Par un ami. Par un ami. Qui lui voulait du bien. Très certainement. Enfin, il croyait. Il a cru que cet ami partageait avec lui quelques valeurs dont cet ami s'était parfaitement affranchi pour rentrer de plein droit dans une société libérale, évoluée et compétitive, alors que lui reste en quelque sorte un romantique, un peu inadapté. Aucune rédaction n'a jamais voulu totalement de lui, mais il a trouvé toujours à travailler parce que c'est un bon enquêteur, il écrit correctement, il voit les choses du point de vue du lecteur, il l'intéresse donc à ce qu'il écrit. Et maintenant, je ne peux plus me défaire de cette idée, et je cherche quelle est la déception amicale que j'ai reçue, qui m'a fait écrire sur cette déception-là. Et donc ce faux ami l'entraîne dans une aventure. Voilà. Il l'entraîne dans une aventure au Pays Basque, où il va l'amener à essayer de percer les mystères de la brutale dépression de son propre PDG, qu'on va progressivement découvrir comme étant attaché à une période refoulée, mais pas si lointaine que ça, de l'actualité basque. Et il y aura, il faut quand même l'avouer, ça finit un peu en apocalypse. Le personnage... On ne va pas raconter. On ne spoil pas. Non. On est en petit comité. Non, c'est parce que tout le monde n'a pas lu. D'accord. Non, j'ai pas lu. Alors bon. Mais bon, ça, effectivement. La suite au prochain épisode. On peut quand même, effectivement, ça fait référence à une période pas si ancienne que ça. Et cette période-là fait aussi écho avec ce qui se passe en ce moment. On va citer un petit peu partout en Europe, la Catalogne, l'Écosse, les Flandres. Donc cette espèce de volonté d'indépendance. Tout à fait. Alors, je ne suis pas le chantre de quelque indépendance que ce soit. Je me méfie des nationalismes parce que je pense qu'ils portent, à terme, ils portent la guerre. Voilà, et vers où nous emmène-t-il? Tout à fait. Je vois que l'actualité n'arrête pas de m'adresser, mais pas à moi seul, des clins d'œil, parce que le 1er octobre prochain à Madrid, je crois que notre président
Macron va rencontrer le chef du gouvernement espagnol et que cette question des victimes de l'ETA et du sort des détenus basques serait abordée, sous toute réserve. Donc c'est quelque chose qui est systématiquement tue, et c'est pour ça que j'ai parlé d'ombre, systématiquement, je ne voulais pas me laisser avoir, tue au Pays Basque, mais qui est systématiquement présent. Dans les familles, dans les villages, on sait qu'on a vécu quelque chose, on le sent s'échappe, qu'on voudrait ressaisir, qu'on voudrait jamais voir se reproduire. Et c'est dans cette zone-là qu'intervient le roman, ou que souhaite intervenir le roman. Voilà, il y a aussi une petite notion quand même du peu de choses que peuvent être ces volontés d'indépendance et d'autonomie face aux interactions du monde politique et de la finance et des grands groupes. Et comment dire, la tournure que prend actuellement le monde de l'information également. Votre journaliste est un journaliste très dépité, très déçu par son métier et par l'ensemble du monde de la communication. C'est le dernier des Mohicans. Voilà, c'est un petit peu l'effet qu'il a. Voilà, tout à fait. Voilà. Il n'est pas sur une île déserte, mais il est quand même bien isolé. Il a une chance, c'est de rencontrer Agnès, qu'il a connue lors d'un procès en assises à Pau, sur une affaire absolument horrible. Il a remarqué qu'elle avait des nerfs d'acier, ce qui l'a beaucoup impressionné. Il a remarqué que bien qu'elle soit une journaliste salariée, donc attachée quand même à un titre donné, elle avait vis-à-vis des médias une approche critique que tout le monde doit avoir, bien évidemment, parce que c'est un pouvoir, les médias. Et il ne faut pas qu'ils soient entre les mains de n'importe qui pour qu'ils en fassent n'importe quoi. Et donc, ça redonnait au sens critique de Boswell, ça redonnait une nouvelle jeunesse, une nouvelle énergie. C'est pas un vampire, mais il avait besoin de cette rencontre. Tout à fait. Donc, on peut attendre une suite. Je vais demander à Boswell. Oui. Oui. Quand vous le rencontrez. Absolument. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la... Monsieur Neville ? Ce n'est pas sur votre dernier roman que je poserai une question, mais c'est sur le cochon. Je ne m'étais pas préparé. Et donc, Yamari Dariussec, basque comme vous, a acquis une partie de sa renommée pour ses histoires de cochons. Vous la connaissez ? Pas personnellement, mais j'ai suivi ce qu'elle faisait, oui, tout à fait. Le cochon, moi, ça m'a paru être un animal, enfin, ça paraît à tout le monde être un animal particulièrement clivant. Et il est reçu au Pays Basque, comme dans beaucoup de régions de France, comme un animal, je dirais, providentiel. Hein, celui qui vous met à l'abri du mauvais hiver. Enfin, pas lui directement, mais ce qu'on en fait. Et par ailleurs, il est rejeté d'une façon violente par au moins deux religions monothéistes, hein, l'islam et le judaïsme, et je me suis demandé pourquoi, ce qui lui était arrivé. J'ai vu qu'à travers toutes les crises que l'humanité a pu rencontrer, le cochon a été le grand contributeur à la survie de notre espèce, et je me suis demandé pourquoi on le traitait aussi mal. Est-ce à cause de notre ressemblance ? Parce qu'il paraît que les premières greffes qui ont été faites sur l'être humain, c'était à partir des organes d'un cochon. Ça en dit beaucoup sur ce qui sommeille en nous. Est-ce que c'est pour d'autres raisons ? On a parlé d'hygiène, mais il y a des tas de pays, je pense au Vietnam, je pense à la Chine, où les conditions d'hygiène ne sont pas meilleures qu'en Palestine ou en Israël, et où on consomme allègrement, et ô combien, vous le savez bien monsieur, le cochon sous toutes ses formes. Voilà, c'est une interrogation, je n'ai pas trouvé de réponse.